Eric Nguindou, on vous accuse de ne pas avoir mis au fixe la communication au niveau de la présidence. C'est ce qui s'est dit dans les couloirs. Plusieurs confrères sont un petit peu déçus des grands journalistes de votre trempe et ils se disent que vous n'avez pas mis la barre très haut. Donc d'abord, je vais remettre les choses en contexte. Ce que je te disais, que j'ai 28 ans d'expérience du métier de journaliste. C'est une école de formation. C'est une école de formation à la rigueur, à la méthode de travail, parce que le journalisme repose sur l'étude des faits. On étudie les faits, on se base sur la réalité, et après on peut la commenter, on peut l'analyser, on peut la médiatiser pour la transmettre au public. Ça vous forme à une certaine rigueur, à une certaine discipline. Et puis, à côté de ça, il y a la communication. Il ne faut pas confondre journalisme et communication. Moi, aujourd'hui, à la place où je suis, à l'honneur que j'ai de pouvoir présider, enfin pas présider, mais diriger donc, la cellule de communication du chef de l'État, rappelez-vous historiquement comment cela a été fait. Avant moi, en 2019, quand le président a pris le pouvoir, il y avait deux, si vous voulez, deux instances. Enfin, il y avait à la fois la cellule de communication dirigée par Mme Lydie Omanga et il y avait la cellule de presse présidentielle dirigée par mon grand frère Abraham Lwakwabanga. Après, il a plu à son Excellence le Président de la République en mars 2021, quand il a signé mon ordonnance et qu'elle a été lue à la télévision, de fusionner les deux en une seule structure qui est la cellule de communication. Tout ça pour vous dire que mon métier consiste à faire les deux choses, à diriger à la fois la presse présidentielle, c'est-à-dire les relations entre le chef de l'État et la presse, diffuser dans la presse les communiqués de presse, les tweets et tout ce que vous voulez. Donc, vous voulez faire vivre l'actualité du chef de l'État au travers de la presse. Et puis, d'un autre côté, un travail de communication. La communication, c'est-à-dire essayer d'influencer la perception que le public a de l'action et de la personne du chef de l'État. Alors qu'il y ait des critiques, c'est normal, puisque aucune action n'est parfaite. La perfection n'appartient qu'à Dieu. Donc, en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec sérieux, avec rigueur, et on essaye de bien faire les choses. Après, les critiques, ça dépend desquelles, on peut répondre à certaines. On a sans doute fait des erreurs, on n'est sans doute pas parfait, il y a toujours une marge de progression, mais je crois que depuis 3 ans et demi, puisque c'était le 5 mars 2021 que j'ai été nommé, donc il y a déjà plus de 3 ans, on travaille pour essayer d'améliorer à chaque fois les choses, dans un contexte aussi où il faut comprendre que l'état de la presse et l'état du monde médiatique au Congo est un état difficile. Parce que je sais que la presse vit dans une situation très compliquée, beaucoup de précarité, beaucoup de, comment je veux dire, de gens qui n'ont pas peut-être le niveau pour exercer ce métier. C'est pour ça que vous, les journalistes, qui êtes à niveau, qui avez la formation, qui avez les diplômes et tout ça, vous devez vous battre. Et je sais qu'il y a eu les états généraux de la presse. Le ministre Patrick Mouillard fait un travail formidable pour essayer d'assainir justement ce monde médiatique. Donc il y a du travail et on travaille en tant que partenaire. C'est-à-dire moi et la presse locale, on est des partenaires parce que c'est vous qui allez être les premiers observateurs de l'action du président et de l'action de l'État. Très bien, c'est une question à prise de glace. Nous allons attaquer directement l'oral du président Tshisekedi. Un oral très convaincant. Les gens disent que c'est un discours de rhétorique que le président Tshisekedi maîtrise l'art de communiquer. Quand il parle, il arrive à convaincre tant soit peu. Mais les gens sentent un décalage entre les dires et les faire, corroborer les actions sur le terrain. C'est là où il y a des disparités des faits. Partagez-vous cette opinion ou bien vous avez des faits contraignants à prouver à l'opinion qu'il y a des choses qui ont été réalisées? D'abord, ce que je vais faire, comme je le fais tout le temps, donc depuis que le chef a tenu ce discours, parce que j'ai été invité, j'ai eu cette chance d'être invité dans différents médias, c'est d'inviter nos téléspectateurs, nos compatriotes, et vous aussi, bien sûr, j'espère que vous l'avez fait, à lire ce discours. Il faut lire ce discours ou alors revoir la vidéo du discours du chef. Parce que c'est quelque chose de très fort, où il s'ouvre face à son peuple, il fait ce qu'on appelle le devoir de redevabilité, il rend compte à la population, parce que lui est élu par le peuple. C'est le peuple souverain premier qui lui a donné cette légitimité. On l'a élu en décembre 2023 à près de 73%, plus de 73%, donc c'est un véritable plébiscite. Et à intervalles réguliers, il y a cette tradition républicaine qui fait que le chef de l'État vient devant le peuple, devant les élus de la nation, mais à travers les médias, c'est devant le peuple, et il s'exprime et il fait le bilan
et il trace des perspectives. Donc permettez-moi avant tout de vous faire un cadeau. Je vous fais un cadeau à tous les trois. C'est ceci, c'est le discours. Je donne à madame, voilà, à monsieur, voilà, et voilà à monsieur aussi. Merci. Donc c'est le discours du chef de l'État, discours qu'il a prononcé le 11 décembre, donc cette semaine. Alors, vous disiez, certains critiquent en disant que non, il y aurait un hiatus, c'est-à-dire un gap entre la pratique, le dire et le faire. Oui. Mais non, parce que durant ce discours, et dans ce discours, le chef d'État cite des chiffres. Et c'est ça qui permet de savoir que ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que ces chiffres, c'est à vous les médias, à vous les observateurs, à ces personnes qui critiquent, d'aller les vérifier. Quand on dit qu'il y a eu 300 centres de santé qui ont été construits dans le cadre du PDL 145, c'est-à-dire le programme de développement local, au départ des 145 territoires. C'est une réalité. Allez-y les voir. Moi, j'ai eu la chance, puisque j'ai accompagné le chef de l'État dans ses itinérances au Katanga, à Kisangani, récemment à Kalemi, et on a été voir. Il faut aller voir le centre de santé de Mutowa, à 40 km de Kalemi, qui est au milieu de la brousse, de la jungle, et qui permet aujourd'hui à des dizaines, voire même des centaines de femmes qui sont nos sœurs, nos femmes, nos mamans, d'accoucher proche de leur village et de ne pas faire 40 km pour aller à Kalemi, parce que vous savez qu'il y avait un fort taux de mortalité natale, justement prénatale, de par le fait qu'il n'y avait pas de centre de santé proche des lieux de résidence. Donc c'est un exemple parmi les 300 de ce qu'a fait le chef de l'État, parce que le PDL 145, ça provient de la volonté du chef de l'État. C'est lui qui décide, qui dit, à côté du travail quotidien du gouvernement, de ce qu'on appelle le PAG, le plan d'action du gouvernement, il y a un programme spécial, présidentiel presque, je pourrais dire, qui va être un programme qui partira de la base, des besoins de la base, et qui va pouvoir justement se construire pour offrir au peuple congolais ce dont il a besoin, au plus proche de là où vivent les gens. Et c'est pour ça qu'on lance le PDL 145. Dans une première phase, on construit d'abord des écoles, parce qu'on a besoin d'éducation, des centres de santé, parce que les gens ont besoin d'être soignés pour pouvoir être en forme et travailler, et puis aussi des bâtiments administratifs, parce qu'on a besoin que l'État soit présent. Il faut que les gens, au plus loin, au plus près d'eux, se disent l'État est présent, je parle à l'État congolais. L'État congolais, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas simplement le président que je vois à la télévision, mais là, je vois qu'il y a l'administrateur du territoire qui est proche de moi. Donc voilà, il y a des réalités. Quand on parle, par exemple, du fait qu'il y ait une diminution de 10% du prix de l'essence, c'est une réalité, vous l'avez tous constaté. Dans vos portefeuilles l'ont senti. Le prix de l'essence a diminué au terme d'une négociation très dure qu'a eu le gouvernement avec les pétroliers. Donc il y a des réalités, et c'est ce discours-là, le président a dressé un bilan qui montre en quelque sorte que le pays est en marche vers son développement. Et c'est ça l'intérêt d'un discours sur l'état de la nation. Oui. Vous avez énuméré quelques faits palpables. Absolument. Mais une question, c'est de savoir, est-ce suffisant pour quelqu'un qui a fait un quinquennat et il est à son second, qu'il ait des actions qui sont à compter au bout des doigts pour un grand Congo, un pays qui se veut être tout un chantier? Votre question, il faut la mettre dans le contexte, c'est-à-dire d'où venons-nous? Qu'est-ce que le président Tshisekedi a trouvé quand il a pris le pouvoir en 2019? Il a trouvé un pays qui était vraiment dans un état déplorable. Un pays qui, rappelez-vous, avait un budget annuel de fonctionnement, donc pour l'État, à 4 milliards. Il l'a monté à 15 milliards. Aujourd'hui, il est à 18 milliards. Et la perspective, c'est qu'il arrive même à 25 milliards. Donc vous voyez, les efforts ont été faits pour notamment mobiliser les recettes. Parce qu'on ne peut dépenser que ce que l'on gagne, mon cher monsieur. Hein? C'est pas possible. On peut dire qu'on veut un État plus solidaire, on veut plus de dépenses sociales. Mais pour ça, il faut d'abord augmenter les recettes. Et c'est comme ça qu'on a mis en place tout un travail pour essayer de mobiliser mieux ces recettes, aussi de lutter contre la corruption pour qu'il y ait moins de coulage justement des recettes de l'État. Et ce qui a permis aujourd'hui, avec 18 milliards, d'avoir une politique, si je puis dire, beaucoup plus offensive et beaucoup plus concrète. Et c'est pour ça qu'on a pu lancer
le PDL 145. C'est pour ça qu'on a pu lancer un vaste programme, par exemple, d'infrastructures. Vous voyez les rocades de Kinshasa qui sont en train d'être construites. Vous voyez, par exemple, le programme qui nous dit que grâce à la négociation que l'on a fait aussi avec le programme Sicomine, le programme des Chinois, le fameux 5 chantiers qui n'avaient rien donné. Mais le président Tshisekedi a repris l'ouvrage, il a négocié avec les Chinois, il est parti en Chine et on a trouvé un accord qui nous donne à peu près quelque chose comme 7 milliards. Et une partie de cet argent est investie pour pouvoir construire des routes, parce que ce pays a besoin de routes. Vous parlez de l'immensité du pays, ben précisément, si on veut que ce pays se développe, que ce pays devienne un jour aussi puissant que la Chine, que je ne sais pas, des grands pays comme les États-Unis ou l'Allemagne ou d'autres, il faut que ce pays ait des voies de communication. Parce que notre véritable problème, c'est que là où on produit les denrées, par exemple, notamment alimentaires, et les centres de consommation, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication. Et c'est comme ça que le manioc, les fruits, les légumes pourrissent dans les villages et n'arrivent pas à Kinshasa. Et à Kinshasa, on doit se nourrir en apportant des tomates, par exemple, ce qui est totalement absurde. Et c'est ce schéma-là que le président Tshisekedi veut inverser. Mais simplement, les choses ne se font pas en un claquement de doigts, cher ami. Ça se construit de façon programmatique, c'est-à-dire au pas par pas. On assainit d'abord, comme on dit, on assainit, oui, le cadre macroéconomique, et puis ensuite, on met en place des politiques sectorielles, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les infrastructures, dans l'économie, aussi, par exemple, améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'investisseurs qui viennent au Congo. L'usine de zinc à Kipushi, Kiko, qui s'est ouverte, ça faisait plus de 40 ans qu'on n'avait plus produit de zinc au Congo. Eh bien, cette fois-ci, on le fait. Le corridor de Lobito, que le président est parti lors d'un forum de haut niveau avec le président Biden, le président Joao Lourenço et le président zambien, ça veut dire que c'est une voie d'évacuation de la production minière congolaise. Vous savez que le Congo, aujourd'hui, est le pays qui détient les plus grandes réserves mondiales de cobalt. Le cobalt, le lithium, le cuivre, c'est ce qu'on appelle des métaux stratégiques pour nous, parce que ces métaux rentrent dans notre projection, dans nos objectifs de développement, et on en est les détenteurs, les plus grands détenteurs dans le monde, mais ce sont des métaux critiques pour les autres, pour notamment l'Occident, qui doit faire cette transition énergétique, c'est-à-dire passer des moteurs à explosion, des moteurs thermiques, à des moteurs électriques, et ils ont besoin justement de nos matériaux. C'est pour ça que le président est en train de mettre en place toute une stratégie, mais il le fait concrètement, ce n'est pas quelque chose qui se fera dans 10 ans, ça se fait concrètement, ça se fait pas à pas, pour pouvoir par exemple produire d'ici peu des précurseurs de batteries électriques au Congo même. Comme ça, il y aura une chaîne de valeur, de l'extraction de nos minerais jusqu'à leur transformation, et ça créera beaucoup d'emplois parce que, rappelez-vous, et je termine par là, en 2023, le président a été élu sur un programme. Ce programme comportait 6 engagements. Et ce sont ces 6 engagements qui ont été transformés en programme d'action du gouvernement. Donc c'est ça qui est le leitmotiv, qui est la feuille de route justement de l'action du gouvernement sous le leadership du président. C'est essayer d'atteindre les objectifs dans ces 6 engagements. Je les rappelle très vite, c'est création d'emplois, protection et augmentation du pouvoir d'achat, la sécurité, à la fois la sécurité interne contre la délinquance, le phénomène des Koulouna, la sécurité externe contre les ennemis, diversification de notre économie, ne plus être un pays qui repose uniquement sur le minier, mais aussi sur l'agriculture. C'est pour ça que vous voyez, dans le discours que le chef a donné le discours sur l'état de la nation, il a énormément parlé de l'agriculture, donc c'est l'agriculture. Ensuite, accès pour la population aux services sociaux de base, électricité, eau, éducation, ça c'est notamment le PDL 145, et puis enfin, rendre l'État plus efficace. Et ça aussi, c'est en réformant notre État, et notamment la réforme de la fonction publique. Le président en a longuement parlé lors de son discours, parce qu'on doit assainir cette fonction publique qui est exactement la colonne vertébrale d'un État. Un État qui n'a pas une administration forte, c'est un État qui n'existe pas. Et on est en train de remettre. Il y avait beaucoup de doublons, il y avait beaucoup de fictifs dans cet État. Aujourd'hui, on a mécanisé 171 000 fonctionnaires ont été mécanisés. C'est une prouesse. Et c'est Tshisekedi qui l'a fait. Avec quel salaire? Nous allons prendre Madame Pascaline Bayo. Nous continuons avec
Merci beaucoup à Vincent Mouzongo. Monsieur Eric, vous venez de nous parler de 6 engagements du chef de l'État qu'il a parlé lors de son investiture le 20 janvier 2024. Mais aujourd'hui, ce que l'on vit sur terrain, ce n'est pas le cas. Vous avez parlé, entre autres, de la création d'emplois. Lorsque vous parlez de la création d'emplois, pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, nous avons la création d'emplois dans la province, dans la République démocratique du Congo? Bien sûr, il y a de la création d'emplois. La preuve, je veux dire, aujourd'hui, tous ces chantiers qui sont en cours de réalisation, chantier de rocade, par exemple, à Kinshasa, on a parlé sur la zone économique spéciale là, de Maluku, la zone franche. Bah, il y a eu cette usine qui produit des boissons sucrées, Pepsi, Mirinda. Il y a cette usine qui produit des carreaux de faïence. Il y a l'usine Zico, dont je viens de parler, à Kipushi. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des chantiers, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi et l'objectif, il faut voir ça dans une perspective. L'objectif qu'a fixé le chef de l'État parmi ces 6 engagements, c'était lequel? C'était de dire qu'au terme de son quinquennat, il aura créé 6,4 millions d'emplois. Eh bien, c'est cet objectif, il va le tenir. Mais il faut créer le contexte. Parce que sachez une chose, et il l'a dit, certains lui ont reproché, parce qu'il a eu cette franchise et cette sincérité de dire que tout le monde, tous les demandeurs d'emploi ne seront pas engagés dans la fonction publique. Il l'a dit au Katanga. Et c'est normal. Dans un pays qui fonctionne bien, ce n'est pas l'État qui est le premier employeur. Le premier employeur, ce sont les PME, PMI, les petites, moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Donc c'est vous, c'est nous qui avons des idées, qui avons du courage pour se lancer dans l'entreprise. Et de ce point de vue-là, le président a donné un véritable coup de pouce aux jeunes en créant des structures telles que l'ADADEC, telles que le FOGEC, un fonds de garantie, pour permettre aux jeunes qui sont courageux, qui ont des idées et qui veulent travailler, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et créer peut-être une dizaine d'emplois, une centaine d'emplois. Et l'accumulation de tous ces emplois va nous permettre d'atteindre justement cet objectif de 6,4 millions d'emplois en 2028. Je serai avec M. Rick pragmatique. Allons-y. Je n'irai pas dans le discours. J'ai très bien suivi le discours du début à la fin. Je l'ai d'ailleurs en bas. Merci de m'avoir donné, bien sûr. Mais j'ai l'impression que les fautes sont rejetées beaucoup plus à Joseph Kabila. Très souvent, quand on reçoit... Il n'a pas été cité dans le discours. Non, justement, pas Joseph Kabila. Non, je parle plutôt du régime actuel. Oui. Le régime semble donner à Joseph Kabila pratiquement tout le tort. Oui. Même quand vous êtes incapable de faire quelque chose, vous dites à la population, non, mais d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons trouvé et qu'avons-nous réalisé? Vous avez parlé de la création d'emplois. Oui. Aujourd'hui, certes, il y a des emplois qui sont créés. Avec quel salaire? Je prends par exemple les militaires qui ont été recrutés, parce que j'ai échangé avec plusieurs militaires, mais il y en a qui reçoivent aujourd'hui des 100 000 francs congolais, moins de 100 $. Joseph Kabila leur donnait 100 $. Aujourd'hui, ils reçoivent moins de 100 $. Et non, il y en a qui ont des enfants. S'ils reçoivent aujourd'hui moins de 100 $, c'est à cause du taux de change. Justement. Ah, mais oui, voilà. Oui, mais on tient compte de tout. Mais donc, il faut tenir compte de tout. On tient compte de tout. Non, mais alors, il faut bien expliquer aux gens. Oui. Ce qui s'est passé, c'est quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il a augmenté le salaire des militaires, il a augmenté le salaire des professeurs, il a augmenté le salaire des enseignants. À quel taux? Parlons de taux. Parlons de taux. Non, il a augmenté. Non, admettons d'abord que ces salaires ont été augmentés. C'est-à-dire en francs congolais, bien sûr. Leur taux nominal, mais bien sûr, on est au Congo, donc on paye en francs congolais. Le taux nominal a été augmenté. Ensuite, la conjoncture économique a fait que le rapport entre le franc congolais et le dollar a fait que, par exemple, pour être clair, en 2021, 1 $, valait 2000 francs congolais. Oui. Aujourd'hui, 1 $ vaut 2800, 850, voire même 3000 francs. Ça dépend, mais le taux bancaire, en tout cas, c'est 2850. Oui. Voilà, c'est celui-là. D'accord. Donc, il y a une hausse, n'est-ce pas? Une hausse du taux. Ça veut dire que le pouvoir d'achat de celui qui change son argent en francs congolais, en dollars, a perdu pouvoir d'achat. Je le comprends bien. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas augmenté le salaire du militaire, on l'a augmenté,
mais il y a eu un impact sur son pouvoir d'achat. Et le gouvernement lutte là-dessus, parce que si vous avez remarqué, depuis 6 mois, il y a une stabilité du taux de change. C'est-à-dire que ce dollar est resté à 2800, 2850 depuis 6 mois. Et avec tout le travail qui est fait, le travail d'assainissement justement de l'économie, le travail de création, de production locale, justement, ça va nous permettre, dans le premier trimestre 2025, de pouvoir même voir baisser le taux du dollar. Mais il y a, bien sûr, on le verra, attendez, vous verrez, on va voir le taux du dollar baisser, et on verra que de plus en plus, quand les échanges vont se faire en francs congolais, il faut que les Congolais aient aussi plus confiance dans leur monnaie locale. Ce qui permettra que les gens puissent travailler en monnaie locale et que cette monnaie locale ait plus de valeur qu'elle a actuellement. J'ajoute une chose, une dernière chose très brièvement, c'est que ce que vous voulez expliquer, c'est ce qu'on appelle le choc, un choc exogène, qui est un choc de l'inflation. Oui. Mais si vous remarquez bien, l'inflation, elle a touché le monde entier. On a eu un choc de l'inflation. C'est pas une raison. C'est un effet. Non, mais c'est une explication. C'est un effet retard du Covid. Parce que le monde a été bloqué en 2020. L'économie mondiale a été bloquée. Les gouvernements ont dû faire beaucoup de dépenses sociales. Oui, mais il y a des pays qui vivent mieux. Rappelez-vous même le président Macron quand il disait « quoi qu'il en coûte ». Aujourd'hui, la France est en train de souffrir d'un taux d'inflation, de déficit budgétaire. Mais il fallait le faire à ce moment-là. Au Congo, on a fait la même chose. Hein, on a essayé d'aider les gens en tant soit peu. Et aujourd'hui, après, le monde a subi ce contre-coup de l'inflation. D'ailleurs, s'il y a eu les élections aux États-Unis, l'élection de M. Trump, c'est en partie dû à l'inflation, parce qu'il a beaucoup critiqué l'administration Biden à cause de cette inflation. Donc l'inflation, nous l'avons subie et nous essayons de la maîtriser. Nous la maîtrisons un tant soit peu, mais au fur et à mesure que les choses passent, que le temps passe, et le travail qui se passe par ce gouvernement, notamment le travail du ministre de l'économie, le professeur Mukoko Samba, sur le fait qu'on va baisser le prix. On va baisser. On est en train de le faire, ça va se faire. Il a dit que le prix était déjà baissé depuis le 10, non, il y a eu mais jusque-là, c'est pas ce qu'on retrouve au marché. Je vous explique, maman. C'est en raison de la structure de l'économie. On vous a expliqué que le prix de l'essence a baissé. Le prix de l'essence, c'est le premier point. Le premier point qu'il faut toucher pour faire la baisse de prix, par exemple, sur les marchés, quand vous allez acheter vos légumes et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que les gens produisent ça, par exemple, au Congo central et ils doivent transporter. Si l'essence est chère, ils vont faire répercuter ce coût sur le prix de votre pondu ou tout ce que vous voulez. Mais là, on a baissé le prix. Mais avant qu'il y ait une répercussion, les gens doivent d'abord vider leur stock. Et c'est ça qui fait qu'il y a un effet retard. Mais vous allez voir le constater ici, durant ce mois de décembre 2024. Écoutez-moi bien, je dis durant le mois de décembre 2024, les Congolais et les Congolaises vont sentir que les prix des premières denrées alimentaires vont baisser, parce que notamment une mesure a été prise par ce gouvernement, c'est la mesure de geler, de stopper la TVA sur 8 produits de première nécessité, notamment l'huile, la farine, le sucre, des choses que les gens utilisent au quotidien. Donc on va le sentir, on commence déjà à le sentir, et ça va monter en puissance de plus en plus. Je reviens au discours. Vous étiez dans la salle comme moi, justement, on a suivi le chef de l'État du début à la fin. Est-ce que, quand vous avez suivi le chef de l'État, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il n'était pas réaliste face aux réalités sur le terrain? Vous êtes provocateur, là. Dites, étayez. Parce qu'on a comme l'impression qu'il marche... il ne vit pas au Congo. Ah, il vit très bien au Congo. Il vit tellement bien au Congo qu'il a même parlé d'une réalité que vivent les Congolaises. Et que moi, par exemple, j'ai vécu aussi, en arrivant à ce rendez-vous en retard, il a parlé des embouteillages. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est au fait de la réalité, du vécu de sa population, c'est bien le président Félix Tshisekedi. Il parle des routes qui sont asphaltées et les routes qui seront asphaltées. Oui. Il a dit qu'il va relier les provinces. Il va relier les provinces avec quelle route? Avec quel genre de route? Parce que mais avec les routes qui sont en train d'être construites. Si je me rappelle bien, il y a un auteur qui disait que la RDC doit être reliée à travers les chemins de fer. Oui. Ce ne sont pas des routes. Lui, il parle de routes. Il vit aux antipodes. Non, mais on fait les deux en même temps. Il ne faut pas... L'un n'exclut pas l'autre. Les deux en même temps. Mais bien sûr. C'est où sont les chemins de fer qui sont... Mais on est en train de réhabiliter le chemin de fer. Vous savez que quand on était à Calémie récemment avec le président, ça faisait, je crois, une vingtaine d'années que le train n'était plus arrivé à Calémie. Quand on était à Lubumbashi, je pense, il y a de cela 3 ou 4 mois, on a vu qu'il y a des locomotives qui ont été achetées par la SNCC. Oui, mais quelle locomotive? Mais il faut voir. Des secondes mains, c'est ce que c'est par des années. C'était des locomotives
flambant neuves et c'est des locomotives qui permettent aujourd'hui de pouvoir relier justement les Qui ne sont différents plus points usées du à pays. travers le monde. Donc tout ça pour vous dire que les voies de communication, il faut penser multimodal. Multimodal, ça veut dire différents modes. Il y a bien sûr la route, il y a le chemin de fer, il y a les voies fluviales, parce que la véritable il n'a pas autoroute parlé de chemin notre... de fer, malheureusement. Non, mais il a parlé des voies fluviales. C'est le plus important. Les voies fluviales, il a parlé du fait que l'on va, comment je veux dire, assainir les voies fluviales pour pouvoir permettre les échanges au niveau du fleuve. Parce que le fleuve est notre véritable autoroute nationale. C'est le fleuve. Vous vous rappelez ce que disait Stanley? Sans le fleuve, le Congo ne vaut pas un penny. Et c'est ça, justement. Et sans le chemin de fer aussi. On va réhabiliter le chemin de fer. On est en train de faire un travail là-dessus et ça se Alors fait qu'à Kinshasa, petit on à construit petit. les maisons sur les chemins de fer. Et Mais le vous savez savez. qu'à Kinshasa, Vous par voyez exemple, je ne veux pas annoncer des choses qui vont être dites très prochainement, mais par exemple, le projet Métrokin, que beaucoup ont critiqué, eh bien, il est en train de se concrétiser, cher ami. Vous verrez C'est déjà à quel niveau ces projets Métrokin? je ne peux pas dévoiler des choses qui seront dites par d'autres personnes qui sont Monsieur mieux Eric, habilitées que moi. Mais ce que je peux vous dire... Dans le futur, Oui, mais pendant il y a- que le peuple congolais vit le présent, ils sont dans des Oui, mais il y a des difficultés. futurs, et puis il y a des futurs proches, ou des futurs lointains. Parce que dans la vie, même vous, maman, quand vous planifiez votre vie, vous ne pouvez pas dire tout va se faire aujourd'hui. Non, il faut planifier les choses parce que ça vous permet aussi de planifier votre Prenez dépense. l'exemple des ça vous embouteillages permet- en ces moments ici. Oui. Le chef de l'État pouvait quand même prendre une résolution pour essayer de mettre de l'ordre mesures concrètes. oui, avec Mais- ces embouteillages. Vous savez que le président a parlé au moins 4 fois lors de ses communications chaque vendredi au gouvernement de cette question des embouteillages et de la circulation à Kinshasa. En fin de compte, il y a eu les mesures qui ont été prises par le VPM Transport, ces mesures que vous connaissez tous avec des sens uniques et tout qui ça. causent encore des Non, embouteillages. mais ça a bien marché les premiers jours. Ensuite, il paraît que ça cause encore beaucoup de problèmes. On le vit tous. Oui, oui. Et bien, de Vous ce savez ce point de qu'il vue... paraît, ça cause beaucoup de problèmes. Non, ça il ne cause des paraît pas. problèmes. Oui, mais à certains, ça cause pas. Par exemple, j'ai des amis qui habitent du côté du camp Mimosa. Ils me disent que pour eux, c'est fluide. Le soir, quand ils partent du boulot du centre-ville, c'est fluide. Donc, vous voyez, dans certains sens, c'est avantageux. Dans d'autres sens, c'est désavantageux. Mais c'est pour ça qu'il faut revoir. Le président lui-même est descendu sur le terrain. Vous savez, vous l'avez vu, Oui, il est descendu oui, sur le oui. terrain à Magasin, Kintambo, à Kintambo. magasin. Il a vu la réalité du terrain. Et il a instruit, lors de ce discours, il l'a dit d'ailleurs, qu'il a instruit le gouvernement. Il y avait une prendre des réunion mesures. qui avait lieu le mercredi 11 décembre même pour essayer de faire une évaluation, tirer les leçons et corriger. Donc, et un tout petit peu de Vous savez ce qu'on patience, nous amène, dans les monsieur- jours qui monsieur- suivent, monsieur Rick. il va avoir une correction. Vous savez Mais ce qu'on en nous fait, le amène problème, vous comme savez, hein, solution non. Vous savez ce qu'on nous amène comme solution Ah, vous êtes dans le secret des dieux. Le vous. recouvrement de vignettes, Oui. contrôle de plaques, et Mais puis non, c'est pas des ça, assurances c'est pas ça, qu'on sort les pour solutions. réduire la... C'est C'est pas justement ça, ça, c'est pas c'est ça, ce qu'on les a publié. solutions. Non, mais oui, mais le problème c'est que C'est que quand le les gens gouvernement publié, publient des- malheureusement. mais quand les gens publient des choses sans être au courant de la réalité, ils font ce qu'on appelle des fake news. C'est le compte Vous êtes rendu, journaliste. c'est le compte rendu du Conseil des ministres. Ils n'ont pas dit que c'était uniquement ça les solutions. Ça fait partie de, comment je pourrais dire, du package de solutions. Mais est-ce que ça va résoudre à Non, quelque mais chose? ça, ce ne sont pas. D'abord, ça, ce sont des mesures qu'un État normal doit mettre en place. Tout à fait, On tout doit à payer fait. des vignettes, on doit avoir des permis de conduire, Oui, on doit avoir donc, l'assurance. On remet, si vous voulez, les choses dans la normale. Mais quand il parle de réduire les embouteillages à travers ces mesures-là, Non, ces mesures, C'est auront, insignifiant. ces mesures auront une incidence sur le nombre de personnes qui circuleront sur les routes. Parce que les embouteillages sont causés par quoi? Parlons-en. Ils sont causés par quoi? La première chose, c'est par l'état de vétusté de nos routes. C'est clair. Le fait qu'il y ait beaucoup de véhicules, sans parler des motocyclistes, hein, dont je les compte, en tout cas d'objets roulants dans la ville, et qu'il y ait très peu de routes qui soient en état d'être Oui, praticables. Donc, il faut travailler sur le chantier de la réhabilitation des routes. Il faut peut-être en construire. C'est de d'abord nou- ça. Non, mais il faut peut-être en construire des nouvelles. oui, Et puis, il faut aussi assainir les acteurs de la mobilité, que sont les automobilistes, les camions et les motocyclistes, les fameux Ici, vous Ouédois. donnez des Et donc, solutions c'est pour concrètes. ça- Mais non, mais ce c'est qui n'est ce pas le cas avec le gouvernement. Mais Parce c'est que le ce gouvernement que- parle plutôt des vignettes et consorts. Non, mais attendez, si vous avez une vue partielle des choses, c'est trop facile de critiquer. Vous sortez de leur contexte des mesures qui ont été annoncées au gouvernement en disant que c'est ça la recette magique. Non, ils n'ont jamais dit que c'était ça la recette magique. Ils ont dit que ça fait partie d'un package parce qu'effectivement, il faut de la discipline. Ce n'est pas normal que dans notre pays, nous ayons vécu plusieurs années sans permis de conduire. Ce n'est pas normal. Donc, on réintroduit le permis de conduire, on réintroduit la vignette et on va contrôler
parce que ça va déjà permettre d'élaguer des voies de circulation un certain nombre de personnes qui simplement ne doivent pas y être. Je vais vous lire Alors, une c'est phrase. Messieurs Désiré. C'est une route qui est faite pour, je ne sais pas moi, contenir 100 véhicules à l'heure. Il se retrouve 300 véhicules à l'heure, c'est normal qu'il y ait des Justement, il y aura embouteillages. embouteillage. Donc il faut assainir la circulation, ça passe par là, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la réhabilitation des routes et les chantiers sont en cours à Kinshasa pour réhabiliter un nombre de routes. Alors, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir pourquoi le président Tshisekedi s'est-il contredit. Par le passé, il avait dit que son gouvernement, va créer autant d'emplois pour les Congolais. Après, dans une autre vidéo, il s'est contredit, il dit, bon, c'est pas au gouvernement de créer Des emplois pour des tout le monde. emplois pour tout le monde. Et les gens ne Non, l'ont mais pas je pense- saisi très bien parce qu'on lui c'est- a encore rappelé qu'il avait dit qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Donc on vous retrouve dans des beaux discours, dans un français rose, mais qui reste toujours... dont on Non, mais je construit pense- des châteaux Non, en non, je Espagne. pense qu'il y a un malentendu. C'est ce dont je viens de parler Oui. avec notre frère Désiré. C'est ce que j'ai expliqué. Le gouvernement crée des emplois, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement emploie des gens. Vous comprenez? L'État ne doit pas être le premier employeur. L'État emploie des fonctionnaires. Il emploie des enseignants, des militaires, des médecins dans la fonction publique. Tous les fonctionnaires des administrations publiques, ce sont des employés de l'État. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail sur la réforme de la fonction publique. Pour pouvoir justement assainir cette fonction publique. Permettre à ces gens d'avoir un travail digne et un salaire digne. Le chef en a parlé durant son discours sur l'état de la nation, en parlant notamment des 171 000 fonctionnaires qui viennent d'être mécanisés. Parce qu'il y avait beaucoup de troubles là-dedans, il y avait beaucoup de fraudes, il y avait des doublons, il y avait des fictifs. Donc on est en train d'assainir la fonction publique. Mais si je peux donner un exemple, sur une masse de 100, la fonction publique ne pourra absorber que 20 ou 30. D'accord? Le reste doit aller dans les emplois productifs qui vont être créés par le secteur privé. C'est comme ça que ça marche une économie. Vous parlez de l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, l'État allemand n'est pas le premier employeur. C'est l'industrie allemande. C'est la sidérurgie, c'est les services et tout ça. C'est la même chose. Mais quel est le rôle de l'État de ce point de vue-là? Quand le chef dit l'État va aider à créer des emplois parce qu'il va assainir l'environnement économique, notamment l'environnement des affaires. Vous savez que le président Tshisekedi est le premier président de l'histoire du Congo quand même à avoir installé auprès de lui une cellule qui s'occupe de l'amélioration du climat des affaires. C'est-à-dire qui permet aux gens qui veulent se lancer dans les affaires qu'ils aient un climat assaini. C'est-à-dire qu'il n'y ait moins de tracasseries. Il n'est pas de problème d'avoir une surtaxation. Et qu'on leur facilite les choses, par exemple comme les jeunes, à travers le FOGEC. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous avez un projet d'entrepreneuriat, vous avez un dossier bien solide, un business plan qui est bien établi, vous allez voir le FOGEC, il se porte garant pour vous, pour qu'on puisse vous octroyer un crédit par les banques. Mais c'est le président Tshisekedi qui a mis ça en place. Alors, vous avez parlé, ça n'existait pas avant. C'est ça qu'il faut comprendre. La diversification... Et c'est en train de créer des emplois, de plus en plus d'emplois dans les PME et les PMI. Et c'est ça qui va permettre à tous nos jeunes frères congolais de pouvoir trouver un boulot. L'économie devant être diversifiée, c'est également l'un des points qui a été évoqué dans le discours du président Tshisekedi. Absolument. Mais quand nous suivons de près ce qui est fait sur terrain, l'impression qui est dégagée, donnée, et que les projecteurs sont fixés sur nos mines. C'est là où l'énergie est beaucoup plus donnée. Vous avez parlé de l'agriculture, mais le budget alloué à l'agriculture laisse à désirer. Ah non, il est très bon, justement. Même déjà les bateaux en RD Congo, on n'en a pas assez. Non. Allons-y étape par étape. Qui meurent de vieillesse. Allons-y, c'est une bonne blague ça. Allons-y étape par étape. L'agriculture sera la priorité de 2025. Sera, oui. Non, mais 2025, c'est demain. Hein, oui. D'accord? C'est-à-dire du prochain budget. La preuve, le budget 2025, la part de l'agriculture dans le budget de 2025 est de 11%. Alors, ce sont des prévisions. Hein? Non, ce n'est pas des prévisions, c'est dans la loi budgétaire. 11% sera alloué justement à l'agriculture. C'est beaucoup plus que ce que l'Afrique a décidé au niveau de l'Union africaine. Comment on peut dire, ce que l'Union africaine recommande aux pays africains. Le Congo, sous le leadership du président Tshisekedi, a décidé de mettre 11% de son budget d'État pour l'agriculture. Et cela s'est traduit déjà
par des chiffres que le chef a donnés mercredi. Quand il a parlé de près de 350 tracteurs qui ont été donnés aux producteurs agricoles. Et il y en aura encore plus. Près d'1 millier qui seront distribués cette année. 5 millions de semences qui ont été distribuées, cher ami. 500 tonnes de fertilisants qui ont été distribués. Pourquoi? Parce qu'on veut transformer ce pays. Comme précisément vous disiez. De notre dépendance aux mines, on veut devenir un véritable géant agricole. Parce que c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour que les Congolais puissent manger et nourrir de leur propre production. Et qu'on ne doive plus importer des tomates, je ne sais pas où, de Chine, ou importer des oignons du Cameroun, comme ça se passe actuellement. On va pouvoir manger des tomates, des haricots qui viennent du Congo. Très bien, nous allons changer des chapitres. Monsieur Désiré, très bien. 3 minutes à vous. Allez-y. Monsieur Rick m'a remis le discours du chef de l'État. Allez-y. Quelque part, il est écrit pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique. Nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé le financement des conditions plus favorables. Absolument. Il parle de quelle économie? L'économie qui est extravertie ou c'est quelle économie? Parce que nous n'avons aucune économie. L'économie n'est pas congolaise. Elle est étrangère. Bon. Vous dites beaucoup de choses, mais il faut aller dans le détail pour bien comprendre. Oui. D'abord, on a mobilisé les crédits, enfin, le financement. Effectivement, le Congo, et c'est pour la première fois de son histoire, a signé de nouveau un accord avec le FMI. Ça va nous octroyer 3 milliards de dollars. Cet argent va nous servir justement à injecter dans l'économie. Oui. Pour pouvoir à la fois avoir nos politiques... Aller acheter à l'extérieur, Non, comme non, toujours. avoir nos politiques sociales d'abord. Financer tout ce qui est, par exemple, gratuité de la maternité. Il y a près de 1,3 million de femmes qui ont pu en bénéficier. C'est effectif. Mais bien sûr que c'est effectif. Allez voir dans les maternités ici à Kinshasa, puisque c'est déjà effectif aujourd'hui à Kinshasa et dans 11 autres provinces. Et ça va être étendu aux 26 provinces du pays en 2025. Donc vous voyez, ce sont des réalités. Cet argent que l'on va avoir du FMI, on va pouvoir l'injecter aussi pour pouvoir booster, aller plus vite et plus fort dans le PDL 145, c'est-à-dire construire des écoles, construire des centres de santé, comme toujours, construire l'adduction d'eau. Oui. Il y a un grand chapitre dans le discours qui parle justement de la création, de la construction de centrales électriques, parce qu'on a besoin d'éclairer ce pays. Vous savez, ce qui freine notre économie, c'est notamment le déficit en fourniture d'énergie. Nous fournissons très peu d'énergie. Et je suis désolé de vous interrompre, monsieur Eric. Je ne vais pas revenir, excusez-moi, sur le bilan de l'ancien régime, mais ils n'ont pratiquement rien fait. Et dans le discours, on explique... Ils vous ont laissé le code minier qui est en vigueur jusqu'ici, vous ne l'avez pas touché. Inga 2, on est en train de réhabiliter Inga 2. Le code minier. On est dans la perspective de lancer par étapes séquentielles Inga 3, et puis peut-être plus tard Inga 4. Il y a déjà 9 centrales solaires qui seront livrées le 31 décembre 2024, et il y en a 26 autres qui seront livrées dans le cours du premier semestre 2025. Wait and see, comme diraient les anglo-saxons. Fournir de l'énergie à la population, ça permet aussi non seulement d'éclairer les foyers, mais ça permet aussi à ceux qui sont dans le business, aux industriels, enfin ceux qui sont dans l'industrie, dans les entreprises, d'avoir de l'énergie et de pouvoir, par exemple, créer des entreprises qui transforment les produits agricoles. Je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut créer du jus de mangue, du jus de tomate, du jus d'orange, eh bien il peut le faire parce qu'il a besoin d'énergie pour ça. Jusqu'à présent, nous avions un déficit de fourniture d'énergie. Donc tout cet argent-là, qui est à la fois l'argent que l'on produit à travers notre industrie minière, mais c'est aussi l'argent que l'on a de nos partenariats, par exemple avec le FMI ou avec d'autres bailleurs de fonds, ça nous permet de l'injecter. Ce qu'il faut comprendre, en fait, sans donner trop de chiffres, c'est savoir qu'il y a une perspective, une feuille de route. Et c'est ça qui est intéressant dans le discours du chef de l'État, parce qu'il dit d'où l'on vient, où l'on est aujourd'hui et où l'on va. Et en quelque sorte, moi je résume ça d'une formule assez simple. Je dis, le président Tshisekedi a fait ce qu'il avait dit et aujourd'hui il nous dit ce qu'il va faire. Il est sincère. Et ça, c'est une qualité énorme en politique. Il a dit qu'il avait promis qu'il va créer des millionnaires congolais. Jusqu'aujourd'hui, on attend que les Congolais soient millionnaires. Il n'y a personne. Enfin, l'économie reste... Je ne connais pas la poche des gens. L'économie reste extravertie. Jusqu'aujourd'hui, l'économie est détenue par les Libanais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous avez vu, par exemple, ce qui a été fait au niveau... Ce qui a été fait au niveau de la RSP. Monsieur Eric... Non, je réponds quand même. Vous répondez directement. Ce qui a été au niveau de la RSP, c'est-à-dire
la sous-traitance. Oui. Il y a énormément de marchés qui ont pu être octroyés à des Congolais. Ça pose aussi problème là-bas, nous le recevons trop souvent ici. Mais recevez-les. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait une chose qui pose problème, elle est mauvaise. Il faut résoudre les problèmes. Mais l'esprit qui a guidé ça, c'est dire que les Congolais veulent se réapproprier leur économie. Il y avait une loi sur la sous-traitance, mais elle n'avait jamais été appliquée. Il a fallu que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir et qu'il impose, qu'il mette vraiment, comme on dit, son soutien à l'ARSP pour que l'ARSP puisse mettre en place de véritables mesures en discutant parfois de façon durement avec les grands miniers, par exemple, pour qu'ils donnent une partie de leur sous-traitance à des entreprises congolaises. Et aujourd'hui, ça permet à des Congolais, je ne sais pas si ces gens vont devenir millionnaires, mais en tout cas, ces gens peuvent vivre dignement, employer des gens qui vivent aussi dignement, et cela, ça améliore le bien-être de la Madame population. Pascaline, posez la question. Oui, Madame j'ai une Pascaline, question. allez-y. Je reviens sur ce qu'a dit M. Eric. Vous nous avez dit que le chef de l'État a dit qu'on aille à distribuer des outils qu'il faut pour l'agriculture dans notre pays. Mais lorsque vous nous dites que non, il y a eu la distribution, ça s'est fait dans 2 provinces ou ici à Kinshasa? Non, d'abord, Kinshasa n'est pas une grande région agricole. Ça, il faut le savoir. Donc, ça s'est fait selon un programme qui est un programme de transformation agricole du pays, avec, par exemple, des cultures qui ont été choisies. Le manioc, on a une stratégie sur le manioc. On a une stratégie sur le maïs. On a une stratégie, par exemple, sur le haricot. Pourquoi? Parce que on part d'abord de l'idée que qu'est-ce que consomment les Congolais? On mange tous du foufou. On sait qu'il y a chaque année des pénuries de farine de maïs au Katanga ou à l'Est. Et donc, on a une stratégie pour dire on va augmenter non seulement notre production de maïs, mais on va augmenter aussi les rendements. C'est-à-dire que sur une même surface, on devra produire plus. Et pour pouvoir le faire, il faut mécaniser cette agriculture. Il faut pouvoir leur donner des tracteurs, il faut pouvoir leur donner des semences et même parfois des fertilisants pour rendre le sol plus riche. Et c'est toute cette stratégie qui est mise en œuvre. Donc, tout ça est pensé et appliqué réellement sur le terrain. Et après, il y aura des répercussions sur Kinshasa. Parce que si on produit plus de maïs, on produit plus de manioc, on produit plus de haricots, ces haricots vont être vendus sur le marché congolais à un prix moindre. Et on n'aura pas besoin, comme je disais, d'importer du haricot de l'extérieur. Et c'est ça toute la stratégie qui est mise en œuvre, dont les fruits sont déjà perceptibles. Peut-être pas suffisamment, mais ils sont déjà perceptibles, madame. Monsieur Lézré, une dernière question avant que nous puissions changer de chapitre. La vie reste chère jusqu'aujourd'hui. Diversification de l'économie, oui, mais un savon Lecoq, je vais dans la pratique. Oui. Un savon Lecoq qui s'achetait hier à 250 francs, aujourd'hui il s'achète à 1500 francs. Un sac de maïs qui s'achetait hier à 20 $, aujourd'hui c'est pratiquement 40 ou 50 $. Le sac de riz qui s'achetait hier à 15, 18 $. Aujourd'hui, c'est à 50 c'est $, à 50 40 $. $, oui. Finalement, vous réfléchissez à comment vivent les Congolais ou le monsieur qui va chaque jour, la dame plutôt, qui va chaque jour au petit marché, parce que vous peut-être vous vivez dans l'opulence, hein, mais il y en a qui vivent dans le calvaire. Est-ce que le chef de l'État pense aussi à ceux qui vivent à travers un savon Lecoq et qui achètent chaque jour une tasse ou un gobelet de riz ou de maïs? Et bien sûr qu'ils pensent à eux. C'est parce que précisément, ils ne pensent que à eux que le président, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a stoppé, gelé la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sur un certain nombre de produits, oui, produits de première nécessité. Ces produits-là, ce sont ceux qui touchent le panier de la ménagère en premier lieu. Notamment, je vous ai dit, la farine, denrées alimentaires et tout ça. Voilà, les denrées alimentaires. Donc, on pense à ça. Et il y a derrière ça, c'est, en fait, on peut agir de... Ça fait 6 ans qu'ils pensent à ça, mais rien ne change. Ça fait 6 ans qu'ils pensent à ça. Et dans 4 ans, il va quitter le fauteuil présidentiel. C'est ça le problème. Pendant que le peuple congolais souffre. Le pain, pour aller plus loin, le pain qui était à 200 francs, aujourd'hui, le pain est à 500, 750. Absolument. Mais ce pain-là, c'est pour ça qu'il faut toujours analyser les choses. Ce pain-là, il est constitué de quoi, maman? Il est constitué de farine de blé, essentiellement. Oui. Est-ce que le Congo produit du blé? Non. Voilà pourquoi le pain coûte cher. Parce qu'il y a la crise en Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont parmi les 2 plus grands producteurs mondiaux de blé. Et donc, il y a une hausse du prix du blé. On appelle ça des chocs exogènes, c'est-à-dire des crises qui se passent à l'extérieur du Congo
ont une implication sur le Congo. La crise au Moyen-Orient, par exemple, le fait que dans le Golfe arabique, il y ait des troubles, parce que l'Arabie saoudite, Israël et tout ça, ça a fait augmenter comment on appelle ça, les primes d'assurance des bateaux pétroliers. Donc, répercussion, ça a une incidence sur la hausse du prix du pétrole, chez nous ici. Donc, le prix de l'essence. C'est pour ça qu'il faut voir les choses dans leur diversité, dans leur complexité. Mais malgré ça, par exemple, face au prix du pain, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et ça, c'est depuis 2020-2021, il y a toute une stratégie de ce qu'on appelle la stratégie manioc. Augmenter la production du manioc jusqu'aujourd'hui, et panifier le manioc. Mais maman, mais est-ce que vous... Est-ce que vous achetez du pain au manioc? Vous avez déjà goûté le pain au manioc? Moi, j'ai déjà goûté le pain au manioc. Et j'ai décidé de manger du pain au manioc. Le chef de l'État en avait dit. Mais ça a un autre goût. Mais simplement, il faut que nous aussi, les Congolais, nous ayons ce réflexe de dire, mangeons déjà congolais. Mangeons ce qui est produit au Congo. Ça nous permettra de diminuer déjà le coût de ce que nous achetons. Il y a réellement des pains qui sont fabriqués avec le manioc. Mais bien sûr, il y a des pains qui sont fabriqués avec le manioc, cher ami. Il y a des pains qui sont fabriqués avec la farine de manioc. Il y en a à Kinshasa? Mais bien sûr qu'il y en a à Kinshasa. Je vous donnerai des adresses où il y a un certain nombre de boulangeries ça va nous qui vendent déjà. Alors, en attendant les adresses, on prend le tout dernier chapitre. C'est un exemple parmi d'autres. Oui. C'est pour dire, sur chaque problème, il y a une solution. Mais cette solution, on n'y a pas pensé aujourd'hui. Le gouvernement, sous le leadership du président, y a pensé depuis 2020, 2019. Mais ça prend le temps que ça prend pour pouvoir être mis en place. Et après, quand vous parlez de la hausse de prix, il y a des hausses conjoncturelles. Comme je vous ai dit, c'est des hausses dues à l'inflation qui touchent le monde entier. Et ça, le gouvernement lutte contre ça. Ça persiste. Notamment, vous savez pourquoi les denrées alimentaires coûtent cher, les produits coûtent cher au Congo? Parce que les importateurs, il y a trop d'intermédiaires entre celui qui importe un produit et puis que ce produit arrive sur l'étal du marché ou dans les rayons du supermarché. Et le professeur Moukoko, notamment, le ministre de l'économie, le VPM, donc de l'économie, il a tout un travail pour pouvoir précisément supprimer les intermédiaires de toute cette chaîne de valeur pour que justement le prix à l'importation ne soit pas trop différent du prix au détail. Vous comprenez? Et comme ça, les intermédiaires ne vont pas... Parce que c'est les intermédiaires qui se font de l'argent. Quelqu'un qui prend quelque chose au port de Matadi, il le transporte jusque je ne sais pas où, à Boma, mais il facture, et puis l'autre transporte jusque là, et c'est comme ça. Et il faut casser. Et c'est vrai qu'il y a eu des systèmes, je dirais pas mafieux, mais des systèmes de prédation. Des gens qui ont profité de ça et qui se sont fait des rentes de situation. On appelle ça des rentes de situation, c'est-à-dire quelqu'un s'est bien positionné dans un marché, et lui, simplement parce qu'il encaisse une marchandise, et puis... il la sort, il la livre, eh bien il gagne beaucoup d'argent. Et c'est ça que l'on va casser. Très bien. C'est une stratégie qui est vraiment minutieusement... Monsieur Eric Nguindou, nous allons prendre la dernière thématique de cet entretien. C'est le changement de la Constitution. Hier, nous avions entendu parler de la révision constitutionnelle après le changement, mais lors de l'oral du président Tshisekedi, il a plutôt parlé de la réforme constitutionnelle. Changement de vocabulaire, changement d'intensité, changement de ton. Hier, c'était un ton tout à fait martial qui n'a pas plu à l'opposition congolaise. Martin Fayoulou était sorti de ses galons pour dire que le président Tshisekedi était sur le point de faire un coup d'État constitutionnel et qu'il allait il jouait avec le feu. Vous, dites-nous, réforme constitutionnelle, ça veut dire un nouveau vocable, nous devons oublier déjà le changement. Tout ce que le président a dit, et vous pouvez au moins saluer sa cohérence, c'est que le président est cohérent dans ce qu'il dit, il dit la même chose. Simplement, vous ne voulez pas entendre ce qu'il dit. Quand il parle de réforme constitutionnelle, dans le mot réforme est contenu le mot révision ou changement. Ouvrez le dictionnaire si vous avez vos téléphones là-dessus. Dans le mot réforme est contenu le mot changement. Réformer quelque chose, c'est le changer, mais après, de quelle manière on la change? Est-ce qu'on la change de façon partielle ou on la change totalement? Donc en fait, ce que le président, et ce n'est même pas là l'objet du débat, parce que là, vous vous laissez piéger par cette opposition, une certaine opposition qui malheureusement n'a pas de réflexion, mais n'a que des réflexes. C'est-à-dire que dès que Tshisekedi dit blanc, eux ils disent noir. Dès que Tshisekedi dit que le soleil se lève à l'est, ils disent non, c'est pas vrai. Et pourtant, nous savons que c'est naturel que le soleil se lève à l'est. Oui, ce que je veux dire simplement, c'est que le président, et il l'a dit à plusieurs reprises, il veut que les Congolais
et le droit de réfléchir. C'est pour ça que j'utilise le mot réflexion, de réfléchir sur leur constitution. La constitution, c'est quoi, cher ami? C'est le texte fondamental qui gère notre vie en commun. Ce que nous sommes tous, ce qui fait entre nous un pays. On est un pays, il y a un État qui nous gère. Cet État est, si vous voulez, basé sur la Constitution. Ce sont les règles qui gèrent cet État. En quoi est-ce que et c'est... donc, oui. attendez, et donc ces règles-là, elles sont écrites par des hommes. Ce n'est ni la Bible ni le Coran. Donc il n'y a pas de côté sacré à la Constitution. Quand je dis sacré, c'est-à-dire quelque chose qui aurait une dimension qui vient de Dieu. Non, c'est quelque chose écrit par les hommes. Donc les hommes peuvent se réunir, les hommes et les femmes, bien sûr, madame, peuvent se réunir, les êtres humains, on peut se réunir pour en discuter et réfléchir. Et la véritable question, cher ami, c'est pourquoi l'on veut changer la Constitution? Pourquoi l'on veut réviser? Pourquoi l'on veut toucher à la Constitution? C'est ça qu'il faut se poser comme question. On veut y toucher parce que vous et moi, on est tous conscients qu'il y a des lacunes, il y a des faiblesses dans cette Constitution. Elle n'est plus adaptée aux réalités du pays. Elle date de 2006, le pays a beaucoup évolué depuis 2006. La seule preuve, et le président en a déjà parlé, c'est qu'il lui a fallu au moins 6 mois après son investiture pour pouvoir nommer une première ministre et pouvoir constituer un gouvernement. Parce que dans l'édit de la Constitution, il faut qu'il y ait une majorité, même si cette majorité existait, mais il faut qu'il y ait un accord dans la majorité. Il ne peut pas, lui, comme ça, décider de nommer. Il faut qu'il y ait un accord. Et cette majorité, c'est la démocratie. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Non, mais il est garant du bon fonctionnement, justement. Ça veut dire qu'il doit laisser les institutions fonctionner. Si les politiciens décident de ne pas trouver un accord, il ne peut pas passer par la force. Mais vous savez que la population a barré la route à Kabila à l'époque, qui avait également initié une proposition en ce sens. Et ça lui a coûté la vie et la tête. Il a même laissé la présidence. Non, mais Kabila a beaucoup révisé la Constitution. Donc ceux qui sont des anciens ou des néo-kabilistes, je ne sais même plus comment les appeler, et qui critiquent l'idée même qu'on puisse réformer la Constitution, je veux dire, ce sont des gens de mauvaise foi. Parce qu'à l'époque, ils l'ont fait. D'accord? Ils l'ont fait même en catimini. Oui. Le fait d'avoir changé... Ils ont révisé les articles. Le fait d'avoir changé déjà le mode de scrutin, passer de 2 tours à 1 tour, c'était une révision constitutionnelle. Et ils l'ont fait en catimini. Ils n'ont pas demandé leur vie au peuple. Au moins, le président Tshisekedi, il ouvre un référendum, c'est une révision. Non, mais au moins... On ne parlait pas du changement. Mais ils ont touché sans demander l'avis du peuple. Au moins, le président... Le peuple est représenté. Oui, mais au moins, le président Tshisekedi, il ouvre le débat. Il le dit ouvertement. Il faut que l'on change cette constitution parce que cette constitution n'est plus adaptée à notre réalité et surtout, cette constitution ne permet pas à l'État congolais d'être efficace. Est-ce que c'est opportun? La question, c'est l'opportunité. Oui, c'est l'opportunité parce que l'opportunité, par exemple, moi je vous donne un exemple saillant et je suis certain qu'on sera tous d'accord. Vous avez vu avec quelle fragilité les exécutifs provinciaux tombent et se relèvent. Vous avez vu comment, dans le précédent quinquennat, on a fait sauter des gouverneurs. Mais voilà, c'est une fragilité de nos institutions. Si on réforme la Constitution, on pourra trouver peut-être un mécanisme. Je ne sais pas lequel. Ce n'est pas à moi de décider, ce n'est pas au président Tshisekedi de décider. Ce sera à la commission, une commission interdisciplinaire, pluridisciplinaire, une commission qui sera, je veux dire, elle représentera, si l'opposition veut être dans cette commission, qu'ils viennent dans cette commission. Alors, est-ce qu'elle est invitée, l'opposition? Mais bien sûr, ils sont congolais. C'est la question à savoir. Ils sont congolais, ils ont le droit de citer, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de congolais. Et par rapport à ça, c'est cette commission qui donnera des avis et des recommandations. Et puis on verra vers quelle constitution on peut aller. Mais une chose est claire, et accordons-nous là-dessus, aujourd'hui notre constitution ne nous permet pas d'avoir un État efficace. Il y a beaucoup de faiblesses et beaucoup de lacunes. Et il est de notre devoir de pouvoir le changer. C'est quoi la priorité entre le changement de la Constitution et le social du peuple congolais? Non, mais c'est là que vous tombez dans le piège. Le piège, excusez-moi du terme, mais le piège trivial de l'opposition. Personne n'a jamais opposé les deux choses. Le président n'a jamais dit « il me faut la Constitution pour pouvoir améliorer ». La preuve, on a l'impression qu'il se penche beaucoup plus sur le changement de la Constitution. Exactement. Chers amis, la preuve, le discours, vous avez des chiffres, vous avez des perspectives, vous avez un bilan. Ça a été fait sans changement de constitution. La construction de 300 centres de santé, le fait que 1 300 000 femmes ont pu accoucher gratuitement, le fait qu'il y ait 9 centrales solaires qui vont sortir de terre avant le 31 décembre, on n'a pas eu besoin de changer la constitution. Donc ça veut dire que ce gouvernement travaille, le président dirige le pays. Mais simplement, il dit pour faire mieux. Il faut toujours chercher à faire mieux. On a commencé cette conversation, vous me disiez... On vous critique en tant que directeur de la communication. Je vous ai dit, bien sûr, j'ai l'impression,
enfin, j'ai le sentiment de bien faire mon travail, mais bien sûr que je veux faire mieux. C'est dans le même sens. Tout le monde veut faire mieux. Et le premier qui veut faire mieux, c'est le président. Non, mais l'idée n'est sait pas... que si cette constitution s'adapte mieux aux réalités congolaises, ça lui permettra d'avoir une action plus efficace. Il n'aura pas 6 mois avant de nommer un gouvernement, il n'attendra pas 6 mois avant de nommer un gouvernement, et il n'y aura pas des... Ce n'est pas ce que dit l'UDPS. L'UDPS nous dit qu'il faut quitter de 5 ans à 7 ans. Oui, c'est ce qu'elle craint. Oui, mais ça, c'est un débat. C'est ça la peur. Oui, mais non, pourquoi? On quitte de 5 ans à 7 ans. Ça veut dire qu'on va quitter de la 3e République pour la 4e République. Et Joseph Kabila, Félix Tshisekedi reviendront. Seront encore éligibles. Cher ami, chacun a son opinion. Mais il ne faut pas avoir peur du débat démocratique. Les gens ont le droit d'avoir des opinions, même si je pourrais dire extrêmes. Mais c'est leur droit. Après, il y aura débat. Mais on vous dit que ce n'est pas le président qui va décider de ce que sera la nouvelle constitution. C'est une commission pluridisciplinaire. Le fait tout simplement qu'on quitte de la 3e République pour la 4e République. Ça veut dire qu'il est éligible. Mais pourquoi vous avez peur de ce débat? Pourquoi les gens estiment que parler de la constitution, c'est tabou? Pourquoi les gens deviennent même tellement hystériques à dire que non, les idées derrière la tête. C'est ça le problème. Les idées derrière la tête. Il n'y aura pas de guerre civile. Les Congolais sont un peuple mature. On est capable de réfléchir, comme je dis, de raisonner et de discuter entre nous pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur texte fondamental pour notre pays. Martin Fayulu s'est questionné de savoir, pour restaurer la paix dans la patrie orientale, faudrait-il réviser la loi fondamentale? Monsieur Martin Fayulu, soit il faisait une blague, ce que je trouve que son humour est un petit peu... Parce que dire ça, c'est vraiment dire, et sachant que monsieur Martin Fayulu est une personne... Il l'a dit d'ailleurs hier. Non, mais c'est une personne d'un certain niveau. Je dis dire ça, c'est vraiment ne rien avoir compris au débat. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, en tant qu'homme politique, en tant que personnalité congolaise. Je veux dire, c'est dire vraiment qu'il n'a rien compris. Le débat, ce n'est pas réviser la Constitution pour défendre la patrie. On défend déjà la patrie. L'opérationnalisation de la loi de programmation militaire. Non, l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire. Qui a mis une loi de programmation militaire depuis le début de l'histoire du Congo? C'est le président Tshisekedi. C'est dans ses prérogatives. Mais oui, mais il l'a fait. Il fallait le faire. D'autres avaient les mêmes prérogatives, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas le débat. Mais il l'a fait. Et aujourd'hui, il y aura l'opérationnalisation. C'est ça qui va nous permettre de défendre le pays. Et qui nous permet déjà de défendre le pays. Équiper, former, donner plus de dignité et plus de valeur à nos vaillants soldats des FARDC. C'est ça qui nous permet de défendre le pays. Défendre notre diplomatie dans toutes les instances internationales, comme le fait sous le leadership du président, la ministre la Mineta Thérèse Taïkwamba Wagner. C'est ça qui permet de défendre le pays. C'est ça qui nous permet de gagner justement cette bataille à l'Est. On n'a jamais dit que c'était réviser la Constitution, puisqu'on le fait déjà. Le gouvernement, sous le leadership du président, le fait déjà. Donc, mettre les deux choses à proportion, ça semble être urgent alors que c'est totalement ridicule, comme je dis. Et je crois que M. Martin Fayulu a été dépassé dans ce qu'il voulait dire, parce que dire ça, ça ne... C'est fort. Ça, je veux dire, ça ne rehausse pas alors, il y a... Ça doit être un prélat catholique qui craignait aussi de la... stabilité de la vie institutionnelle qui est toujours aux as, pendant que le peuple souverain est toujours dans la misère indescriptible. Sous Kabila, c'était l'opulence. Sous Tshisekedi, l'opulence. On ne savait pas combien Kabila touchait comme salaire. Le président Tshisekedi également, personne n'en sait. Lui-même, il est ignorant de ce qu'il touche. Les députés, on a suivi les débats récemment, entre 21 000 et 30 000, on ne sait pas qui dit faux et qui dit mieux. L'UDPS ne devrait pas dissiper les malentendus pour nous laisser un cadre devant nous aider à comprendre ce qui se passe, parce que cet argent, c'est notre argent. C'est l'argent des contribuables congolais. Mais faites vos investigations, vous êtes journaliste. Allez au Parlement. Tout ça est contenu dans la loi budgétaire, cher ami. Il y a des lignes budgétaires qui vous expliquent bien quelle est la dotation présidentielle, quelle est la dotation pour le Parlement. Tout ça est contenu. Il faut juste vouloir travailler. C'est ça que la presse congolaise doit faire. Plutôt que de relayer les critiques d'opposants qui n'ont rien à dire. Ces opposants, comme je dis, ont plus de réflexes que de réflexion. Eux, leur réflexe, c'est dès que Tshisekedi dit blanc, c'est dire noir. Donc c'est critiquer pour critiquer. Elle n'est pas du tout constructive. C'est malheureux parce qu'on aimerait bien avoir une opposition constructive, surtout à ce moment où le pays est attaqué sur le flanc Est. Mais donc tout ça, c'est écrit dans la loi des finances. Allez-y, vous verrez, les lignes budgétaires sont là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est important?
c'est le cap qui est fixé, et ce cap du programme d'action gouvernementale, il a notamment en son sein contenu le fait de réduire le train de vie de l'État. Et c'est pour ça qu'il y a des coupes qui vont être faites aux endroits bien précis. Invité sur ce plateau, le ministre des Finances, M. Doudou Fouamba, il vous expliquera en quoi le nouveau budget, la nouvelle loi des finances permet de réduire justement le train de vie de l'État, parce qu'il ne suffit pas de réduire, pour faire plaisir de façon populiste à l'opposition, à que sais-je. Il faut réduire aux bons endroits et peut-être augmenter à d'autres, parce que des investissements faits aujourd'hui, c'est le bonheur du peuple demain. Très bien, nous avons fini l'émission, les minutes, le temps nous est imparti. Monsieur Désiré, une dernière question, on boucle la boucle. Très bien. Félix Tshisekedi, hier opposant, a dit non au changement de la Constitution. Je me rappelle en 2015, je l'ai accompagné personnellement. Quand il disait non au changement de la Constitution par Joseph Kabila. D'ailleurs, l'UDPS a fait tuer beaucoup de gens. Je rappelle ici que... Non, ne dites pas ça, monsieur. Il faut respect aux martyrs. Justement. Ne dites pas que l'UDPS beaucoup sont décédés pour le combat de la patrie. Ce n'est pas l'UDPS qui les a fait tuer. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est l'UDPS qui les a appelés à sortir sur la rue. Oui, mais ces gens ont milité pour un idéal, pour changer, pour défendre la justement, démocratie. mais sous l'appel de l'UDPS. Mais non, donc il ne faut pas jeter la faute à l'UDPS, il faut jeter la faute aux tueurs, à ceux qui les ont tués. Oui, mais l'ancien régime les a tués. Monsieur Désiré, on est nuancé, oui. Il faut nuancer. Ce n'est pas l'UDPS qui les a tués, c'est le régime dictatorial qui les a tués. Je rappelle ici Thérèse Kapangala. Absolument. Plusieurs personnes d'ailleurs. Honneur oui, à ces personnes en 2015, qui sont morts pour la République. Justement, le même Félix aujourd'hui voudrait ou emprunte les mêmes pas que Joseph Kabila en 2015. Oui. Qu'est-ce qui a changé finalement? Refuser le changement de la Constitution en 2015, 2024, vous revenez sur le même discours et sur les mêmes pas. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, cher Désiré, vous êtes un journaliste talentueux et pertinent. Merci vous avez beaucoup. bien compris que le contexte est tout à fait différent. 2016, c'est la fin du terme du second mandat de Joseph Kabila. Oui. Donc, comme il y a une formule en latin qui dit « in tempore non suspecto », là c'était in tempore tout à fait suspecto. C'est-à-dire dans un temps suspect, tout comme il voulait changer la Constitution à la fin de son mandat. Et on comprenait bien que l'idée, c'était de prolonger pour avoir un troisième mandat. Et c'est pour ça que le peuple s'est levé et le peuple a dit non. Qu'est-ce qui nous rassure que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ici, deux choses vous rassurent. D'abord, on ne le fait pas dans un temps suspect, on le fait au début du second mandat. Il n'a que 4 ans. Non, écoutez, on le fait au début du second mandat. Donc, à la rigueur, il y a encore 4 ans. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui arrive au terme de son mandat et qui veut vite. Est-ce que ce n'est juste pas une stratégie pour ne pas que le peuple dise que c'est parce qu'il veut Laissez-moi quitter terminer, quelques... laissez-moi donner mes arguments. Allez-y. Le premier, c'est celui-là. D'abord, ce n'est pas dans un temps suspect. La deuxième chose, le président l'a dit lui-même, et il l'a répété dans toutes les langues, mais vous ne voulez pas l'entendre. Il a dit on ne va pas toucher aux articles verrouillés, notamment celui qui consiste... 220. Voilà, celui qui parle du nombre de mandats. Oui. Il l'a dit. Pourquoi vous ne voulez pas l'entendre? Il l'a dit. Et la troisième chose, il n'a pas dit que lui donnait les termes du changement de cette constitution, de la réforme constitutionnelle. Il a dit qu'il va nommer une commission pluridisciplinaire de Congolais éclairés qui vont réfléchir à ça. Donc allons-y, mais pourquoi les gens ont peur du débat? Le débat, c'est le vivier de la démocratie. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. L'un voulait changer les choses pour son bénéfice personnel, Kabila. L'autre, Tshisekedi, il veut changer les choses au bénéfice de la population parce qu'il veut rendre l'État congolais plus efficace. Et il le sait et il le voit et on constate tous, notre constitution actuelle ne permet pas à l'État d'être plus efficace. Je vais donner l'exemple du délai entre le vote, l'investiture du président et la nomination et la constitution d'un gouvernement. Et je vous ai donné l'exemple de la fragilité des exécutifs provinciaux. Les gouverneurs qui tombent chaque semaine les uns après les autres parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les parlements, les assemblées régionales. Il faut qu'ils soient nommés par le chef de l'État. C'est une idée. Elle a déjà été évoquée par le président. C'est une idée. Ça permettrait effectivement à que l'État soit représenté de façon impartiale et de façon, régalienne dans chaque province. On a fini l'émission, messieurs les évitez de relancer Ce n'est l'invité. pas à nous de débattre sur la pertinence de cette idée. C'est une idée qui, moi, me paraît intéressante.
une idée que le chef a évoquée, mais laissons les spécialistes de la commission en discuter. Et ils vous diront les avantages et les inconvénients, et puis on tranchera. Allez, Eric Guindo, nous Madame avons Pascaline a une fini, question peut-être. Oui, dans 30 secondes. dernière Madame, question. soyez brève et concise. Très bref, merci beaucoup. Monsieur Vincent, Monsieur Eric, après l'aura du président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre, peut retenir. peut retenir merci, ou c'est encore attendre parce qu'il y a tellement de promesses. Non, ce n'est pas des promesses. Arrêtez de dire ça. N'utilisez pas le vocabulaire qu'utilise l'opposition de façon, comme je dis, non réfléchie. Regardez, lisez, et je vous ai donné ce discours. Merci beaucoup. Ce sont des faits, madame. Vous êtes journaliste. Ce sont des faits. Allez vérifier sur le terrain si vous voulez. Quand on parle de 300 centres de santé construits, ce sont des faits. Moi, j'ai vu de mes yeux le centre de santé à Mutowa, comme j'ai dit, qui sauve la vie à de centaines de femmes. Donc ce sont des faits, des choses sont construites aujourd'hui au Congo. L'usine de Kipushi, elle existe. Ce n'est pas des mots, c'est la réalité. J'étais là aussi à Lubumbashi. Merci. Justement, donc arrêtez de parler de promesses. Après, il n'y a pas de promesses, il y a un programme. Parlons plutôt de programme, c'est-à-dire des choses qui sont séquencées selon le temps. On fait des choses aujourd'hui, on en fera demain et on en fera après-demain. Parce qu'on ne peut pas tout faire en une fois. C'est impossible. Ce n'est pas comme ça que l'on travaille si on veut travailler de façon méthodique et efficace. Maintenant, ce que le Congolais, de mon point de vue, modestement, devrait retenir, c'est qu'après le discours du chef de l'État, d'abord, ils doivent mettre de côté tout le discours, si je puis dire, de la sinistrose, le discours de ceux qui voient le mal partout, qui ne font que dire à longueur de journée, ça ne va pas, rien ne se fait. Non, les Congolais peuvent voir qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des réalités, que le pays a relevé la tête, que le pays est en marche forcée vers le développement. Il y a un cap qui a été fixé par le chef de l'État. Et ce cap repose sur sa vision des 6 engagements. Les 6 engagements à commencer par l'emploi. Donc, c'est-à-dire pour redonner espoir à la jeunesse. C'est pour ça que moi je dirais, le chef de l'État a dressé un bilan sous forme d'une note d'espoir pour la jeunesse congolaise. Parce que à qui parle-t-il? Et d'ailleurs, il a eu un moment dans son discours, un discours direct envers la jeunesse. Il a dit à la jeunesse, ne cédez pas aux manipulateurs, aux ennemis, aux sollicitations des ennemis, aux manipulateurs. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, 100 millions d'habitants, dont près de 80% ont moins de 25 ans. C'est-à-dire, c'est pour ces jeunes-là que l'on travaille. On ne travaille pas pour moi, vous êtes plus jeune que moi, bien sûr, mais pour vous, pour vos enfants. Je veux dire, donc le président, il travaille pour la jeunesse congolaise. Il veut donner à cette jeunesse toutes les opportunités possibles pour qu'elle puisse s'épanouir à la fois individuellement, mais à la fois aussi collectivement et professionnellement. Et c'est ça tout le travail qu'il est en train de mettre en œuvre. Et il a mis en place un gouvernement qui travaille. Il a dit qu'il va évaluer ses ministres. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas faire les choses, il regarde, il a sa feuille de route, et à intervalles réguliers, il vient voir est-ce que ça a été fait, ça n'a pas été fait. Quand le président fait des itinérances, il était dans le Grand Katanga, à Kalemi, à Lubumbashi, à Kalonji. Il y va, il sera prochainement au Kasaï, à Kananga, Mbujima et Chikapa. Donc, il va sur le terrain constater, vérifier si ces instructions sont effectivement mises en œuvre, sont effectivement mises en action par ceux qui doivent le faire. Et c'est comme ça que ce pays a une voie tracée vers l'émergence et vers le développement. Eric Nguindo, je rappelle que vous êtes patron de la cellule de communication à la présidence. J'aime pas le nom patron, dites plutôt directeur, c'est mieux. Patron, ça fait... Ça arrive même, nous jouons avec le vocabulaire. Sinon, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Non, merci à vous. Je dois ramasser. Le discours du chef de l'État, c'est très pertinent pour nous. Merci également aux confrères. Vous allez suivre cette émission sur plusieurs chaînes de la place. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de cet entretien qui était en direct sur Face Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo. À tous et à tous, à très vite. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup.